Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Bonjour chers amis joueurs, je m'appelle LP et bienvenue à un nouvel épisode de Kickstarter 101. Aujourd'hui, le jeu que je vous présente est un jeu qui a eu un énorme succès sur Kickstarter, comme à peu près tous les jeux de cette compagnie-là, et je nomme Zombicide Green Horde. Zombicide Green Horde est un jeu développé par Simons avec Guillotine Games, Simons pour Cool Mini Arnott, avec Guillotine Games, un jeu qui a été développé par Raphaël Guiton, Jean-Baptiste Lulien et Nicolas Raoult. On parle d'un jeu 100% coopératif de 1 à 6 joueurs qui, pour des parties qui vont durer environ 90 à 180 minutes, disons. 1h30 à 3 heures. Sur la boîte, on indique des parties d'une heure. Croyez pas ça, c'est archi faux. Il n'y a aucune partie de Zombicide qui dure juste 1 heure, peu importe la version de Zombicide que vous avez. Donc, dans Zombicide Green Horde, les joueurs vont travailler de façon collaborative pour vaincre une armée de zombies orques menée par un méchant nécromancien orc aussi. Zombicide, j'ai déjà fait une vidéo d'un jeu qui s'appelle Zombicide Black Plague. Zombicide Black Plague était le premier Zombicide de la gamme médiévale de la série Zombicide. Zombicide Green Horde est le deuxième Zombicide. À 90%, ce sont les mêmes règles. Je vais donc faire une vidéo un petit peu différente. Plutôt que de vous présenter Zombicide Green Horde au complet, je vais plutôt vous inviter à aller voir l'autre vidéo si vous ne l'avez pas encore vue de Zombicide Black Plague pour avoir les règles de base. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous indiquer qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qu'il y a de différent dans Zombicide Green Horde et vous allez pouvoir voir si c'est quelque chose qui vous intéresse à acheter, surtout si vous avez déjà le Zombicide Black Plague. Présentement, Green Horde est déjà sorti en magasin. Il y a 2 extensions qui vont s'en venir sous peu, No Rest for the Wicked et Friends and Foes. Je vais aussi prendre quelques minutes pour vous indiquer qu'est-ce que vous allez retrouver dans ces expansions-là, dans les versions non Kickstarter, non exclusives. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir dans ces expansions-là? Ça va vous permettre d'avoir une idée si c'est quelque chose qui vous intéresse ou non. Donc, comme à l'habitude, je vous montre qu'est-ce qu'il y a dans les boîtes, comment on installe ça, et quelles sont les nouvelles fonctionnalités que Zombicide Green Horde amène. Donc, Zombicide Green Horde, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de la boîte? Voici un échantillon de la boîte ici qu'on va mettre de côté. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau à l'intérieur de Green Horde? Première chose dont on va parler, évidemment, on va avoir les zombies en tant que tels. Simon, Cool Mini Arnott, fait comme à l'habitude des sculptes très réussis, des figurines extrêmement bien réussies. Et dans cette extension-là, on a les mêmes types de figurines qu'on a dans tous les zombicides, c'est-à-dire qu'on a des séries de Walker, qui sont les zombies de base qu'on va rencontrer tout au long du jeu. On a des séries de Runner, qui sont des zombies extrêmement rapides, qui ont plusieurs actions par tour. On a les Fatties, qui sont des zombies un petit peu plus durs à tuer. On a l'Abomination, qui est l'espèce de zombie ultime, et le Nécromancien. Les règles de base ne changeront pas pour ces zombies-là. Donc, c'est toujours les Walkers, 1 point de dégâts pour les tuer. Les Runners en prennent 1 aussi. Les Fatties en prennent 2. L'Abomination en prend 3 ou un Feu de Dragon, Dragonfire. Le Nécromancien en prend 1. Qu'est-ce qui va changer par contre? Ce sont les dégâts que les orques vont faire. Les Walkers vont infliger 2 points de dégâts plutôt qu'un si jamais ils attaquent des aventuriers. Les Runners en infligent toujours seulement 1. Par contre, ils ont 2 activations, comme dans le jeu Black Plague de base. Les Fatties et l'Abomination infligent 3 points de dégâts. L'Abomination, d'ailleurs, comme dans le Zombicide Black Plague, ces dégâts ne sont pas bloquables par une armure. Les Fatties le sont, mais dans les deux cas, on parle de 3 points de dégâts par attaque. Donc, les Fatties, c'est des auto-kills sur les aventuriers normaux. Ils les tuent d'un seul coup, s'ils n'ont pas d'armure. Le Nécromancien, lui, va infliger 2 points de dégâts. Donc, pour les zombies, c'est la différence que vous allez avoir. Les orques, c'est comme ça qu'ils vont fonctionner. Ils font plus de points de dégâts que les zombies ordinaires. Donc, on parle d'un jeu que la difficulté va être augmentée par rapport aux zombies de base.
Deuxième chose qui est particulière à propos des orques, et là c'est la seule composante exclusive que je vais vous montrer de toute la vidéo, c'est juste pour que ça soit un peu plus clair. Les orques fonctionnent en horde. Si ceux qui ont backé le Kickstarter ont reçu une tuile comme celle-là, mais pas du tout nécessaire pour le jeu, c'est juste pour s'aider à rappeler comment la horde va fonctionner. Qu'est-ce que je veux dire par horde, c'est que quand on se rappelle que sur les zones de spawn de zombies, à tous les tours de jeu, on doit piger une carte et révéler, et selon le niveau de couleur du joueur le plus avancé en expérience parmi tous les joueurs, on va ajouter des zombies. Dans l'extension Green Horde, ou plutôt le jeu de base Green Horde, les zombies orques vont également former une horde. Donc à chaque fois qu'on va retourner une carte, disons qu'on est dans le bleu, ici ça me dit un orc walker, fait que je vais ajouter un orc walker à la zone telle que demandé, mais il y a un petit +1 vert sur la carte complètement à gauche de la carte. À chaque fois que j'ai ce +1 vert là, ça veut dire que je vais aussi rajouter un walker à la horde. La zone, le tour suivant, j'ai 2 Orc Walkers. Je prends donc 2 Orc Walkers comme à l'habitude et j'en ajoute un autre à la horde. Et on va continuer comme ça. Ici, j'ai des Runners, on en ajoute 2 plus 1 à la horde. Et on continue comme ça jusqu'à temps qu'on trouve une carte. Où est-elle? Où est-elle? Elle est ici. Jusqu'à temps qu'on tourne une carte Enter the Horde. Quand on tourne une carte Enter the Horde, ça veut tout simplement dire qu'à la zone, disons que ces zombies-là se sont déplacés quelque peu dans les derniers tours, à la zone où on va avoir pigé la carte Enter the Horde, on va aller prendre tout ce qui a été accumulé depuis le début de la partie comme horde, on va la prendre, on va la mettre dans la zone qui a été demandée. Et ça va mettre fin à la phase d'apparition des zombies. Peu importe on est où, que ce soit la première ou la 6e zone d'apparition de zombies qu'on fait de ce tour-là, si on pige une carte Enter the Horde, la horde qui entre en jeu, on arrête de faire apparaître des zombies pour cette phase d'apparition de zombies-là. Donc si on a ouvert une porte, puis c'était la première pièce où on tournait une carte, c'est la seule pièce où il va y avoir des zombies. Puis si jamais c'était dans un bâtiment où il y avait 4 pièces, si on tourne des cartes, puis sur la 3e, on a Enter the Horde, mais on va avoir fait apparaître des zombies sur la première, la 2e, la 3e case, mais la 4e, il n'y a rien parce qu'on arrête toujours, après avoir pigé une carte, Enter the Horde. Une fois que la horde est sur le jeu, à partir de là, quand on va piger des cartes qui font apparaître des zombies, on va respecter le même principe, on va faire apparaître le nombre de zombies qui est demandé sur la zone d'apparition de zombies, puis on va en rajouter toujours un pour la horde. Fait que la horde va recommencer à grossir au fur et à mesure que la partie va avancer. La horde ne peut pas créer de suractivation de zombies. Fait que si je manque de zombies pour en placer dans la horde, ça ne donne pas des activations supplémentaires aux zombies. C'est la seule exception qu'il y a à cette règle-là, que vous connaissez déjà si vous avez joué à Zombicide Black Plague. Si jamais l'abomination est déjà sur le plateau et je dois en placer une, bien évidemment, il n'y en a pas une autre qui s'ajoute à la horde. Et le nécromancien a une particularité. Quand lui il apparaît sur le plateau, il suit exactement les mêmes règles de nécromancien que le nécromancien de Zombicide Black Plague. Donc il veut se rendre à l'autre zone d'apparition de zombies la plus proche. Il crée une zone d'apparition de zombies sur sa propre zone quand il arrive. Fait que d'autres zombies orques vont apparaître. Mais mis à part ça, lui, quand il apparaît, il ajoute un zombie de chaque type dans la horde. Fait qu'il va ajouter un walker, il va ajouter un runner et il va ajouter un fatties. Fait qu'à lui tout seul, il en fait apparaître 3 dans la horde. Fait que pour les zombies, c'est la première grosse différence que vous allez avoir dans Green Horde. Fait que si vous voulez avoir un jeu un petit peu plus difficile que le Zombicide Black Plague, vous allez l'avoir avec Green Horde. Deuxième différence qu'on va avoir dans le jeu, il va y avoir des petites différences au niveau des zones de jeu. Laissez-moi me débarrasser du livret d'instructions dont nous n'avons pas besoin. Donc, il va y avoir des petites différences au niveau des zones de jeu. Il y a 2 nouvelles types de terrains sur lesquels on va retrouver. Il va y avoir les buissons qui sont montrés ici avec ces espèces de lignes vertes-là que vous pouvez voir, là, les espèces de lignes feuillues qu'on va avoir sur beaucoup de tuiles à l'intérieur de cette extension-là, comme ça ici. Et il y a les zones d'eau qu'on peut voir ici en plein milieu. J'ai une zone d'eau. Les zones d'eau peuvent être délimitées soit avec des lignes obscures, soit avec une espèce de petite ligne pâle comme ça vers la fin de la zone d'eau qu'on va avoir ici aussi aux 2 extrémités de cette tuile-là et qu'on a aussi c'est ça, fait que sur ces 2 tuiles-là. D'abord, les zones d'eau, qu'est-ce que ça change au niveau du déplacement? Les zones d'eau,
Entrer à l'intérieur d'une zone d'eau, ça ne change rien. Passer d'une zone d'eau à une autre zone d'eau, ça va coûter 2 points de déplacement plutôt qu'un. Donc, pour un aventurier normal, ça va prendre 2 actions plutôt qu'une, passer d'une zone d'eau à une autre zone d'eau. S'il passe d'une zone d'eau, il sort d'une zone d'eau, ou plutôt il sort d'une zone d'eau, mais en passant par l'une de ces lignes blanches-là, ils sont indiqués comme étant des espèces de rives. Donc c'est un peu plus facile. Fait que sortir d'une zone d'eau, ici par exemple, ça va me prendre 2 actions parce qu'il n'y a pas de ligne blanche, mais sortir d'une zone d'eau ici, si par exemple mon plateau était placé comme ça, sortir de la zone d'eau ici à cause de la ligne blanche de la rive qui est là, ça me coûterait un seul point, une seule action de déplacement. Alors que sortir ici ou sortir là, ça en coûterait 2 pour l'aventurier. Les zones d'eau n'affectent pas le déplacement des zombies, soit dit en passant. L'autre type de terrain que vous allez retrouver à l'intérieur du jeu qui est particulier, ce sont les buissons. Comme j'ai déjà dit, qu'est-ce que les buissons font? Les buissons vont bloquer la ligne de vue, mais rien d'autre. Ils ne bloquent pas le déplacement, et comme ils bloquent la ligne de vue, ils bloquent les attaques à distance, évidemment, mais sinon, ils ne bloquent pas la création de bruit, puis ils ne bloquent pas le déplacement. Fait qu'un joueur peut tout à fait prendre 2 actions pour passer à travers le buisson qui est ici, puis continuer à se rendre là. Par contre, la ligne de vue est bloquée. Donc, si des orques sont placés ici, on se rappelle que les orques, le premier facteur qui influence leur déplacement, c'est leur ligne de vue. S'ils voient un aventurier quelque part, même si l'aventurier le plus proche est ici, ils vont aller vers l'aventurier qu'ils voient, parce que le buisson bloque la ligne de vue. Autre petite particularité, si un aventurier se déplace et traverse un buisson et entre dans une zone où aucun autre aventurier n'a de ligne de vue, il va avoir à lancer un dé. S'il roule 1, un zombie walker, un zombie de type normal, va apparaître. Donc si on a un héros qui était déjà dans la zone et qu'un autre héros s'y déplace, comme il y avait un héros qui était déjà dans la zone, qui avait une ligne de vue sur la zone où le nouveau héros se déplace, mais là, il n'y a pas eu de jet de dés. On n'avait pas à craindre qu'il y ait un zombie qui se cache de l'autre bord de la haie. Donc, les buissons vont cacher les lignes de vue, vont permettre de jouer un petit peu plus avec le déplacement des zombies, essayer d'anticiper ou de créer le déplacement, ou plutôt de provoquer le déplacement qu'ils vont avoir à faire. Dernière nouveauté que vous allez avoir, je vais laisser ça là, ça va être plus clair. Dernière nouveauté que vous allez avoir à l'intérieur de Green Horde, c'est le trébuchet. Le trébuchet va venir avec une carte comme ça ici, et dans la mise en place que vous allez avoir à faire au début de chaque partie, on va vous indiquer où se trouve le trébuchet en début de partie. Comment fonctionne le trébuchet? C'est extrêmement simple. Un joueur qui se trouve sur la même case que le trébuchet peut dépenser 3 actions pour le déplacer d'une case ou attaquer avec le trébuchet. Ces 3 actions, que ce soit se déplacer, soit attaquer. S'il décide de se déplacer, il se déplace lui aussi avec le trébuchet. Et il respecte les mêmes règles qu'à l'habitude. Donc, dans ce cas-ci, il aurait lancé un dé. S'il roule 1, il y aurait un zombie dans la case où il arrive parce qu'il y avait un buisson et il n'y avait aucun héros qui avait une zone de vue sur cette case-là. Dans son déplacement, si on déplace un trébuchet dans l'eau, il est automatiquement détruit et on le retire de la partie. Comment l'attaque fonctionne avec un trébuchet, c'est extrêmement simple. On va avoir une petite carte d'aide-mémoire comme ça qui est placée sur le bord du plateau. La carte d'aide-mémoire nous indique quel type de munitions il y a disponible pour le trébuchet, combien de dés on lance selon le type de munition qu'on choisit et combien de dégâts on peut infliger, quelle est la puissance des munitions qu'on choisit. Par exemple, je peux décider d'utiliser des scatter shots. Scatter shots, ça veut dire que je vais pouvoir lancer 6 dés d'attaque, chaque 4 dés et plus va être un succès, mais par contre, la puissance de l'arme ne sera que de 1. Donc, je vais pouvoir tuer des walkers, je vais pouvoir tuer des runners, le nécromancien, c'est à peu près tout. Si j'utilise des grape shots, je vais lancer, au lieu de 6 dés, je vais en lancer 3, c'est toujours 4 et plus le succès, mais mes munitions vont infliger 2 points de dégâts, ce qui va me permettre de toucher les fatties. Si je lance le boulder, je vais lancer un seul dé d'attaque, c'est toujours 4 et plus pour toucher, mais j'inflige 3 de dégâts, ce qui me permet de toucher l'abomination. Avec les points d'expérience qui sont les mêmes que dans Zombicide Black Plague, donc un point d'expérience pour tous les zombies, sauf l'abomination qui est de 5. Je précise que la catapulte tire un minimum de 2 cases pour des raisons évidentes, fait qu'elle ne peut pas tirer la case qui est juste à côté d'elle, elle doit se rendre au moins à 2 cases de distance pour avoir le droit de faire feu avec la catapulte. Mais sinon, on n'a pas besoin de ligne de vue et elle peut tirer n'importe où sur le plateau. Donc même si on joue sur un plateau qui est de 3 tuiles par 3 tuiles, si la catapulte est dans un coin, elle peut quand même tirer complètement à l'opposé. Et la catapulte peut même tirer sur la horde. Fait qu'au fur et à mesure que la horde va se former puis qu'on va aller placer un paquet de zombies sur cette tuile-là, la catapulte est la seule façon qui peut permettre d'attaquer la horde avant qu'elle ne se retrouve sur le plateau pour réduire son nombre.
Sinon, mis à part ça, ben, vous avez une bonne idée de ce que vous allez retrouver dans Zombicide Green Horde. Des zombies plus difficiles qu'avant, pas parce qu'ils sont plus difficiles à tuer, mais parce qu'ils infligent plus de dégâts, donc on doit être extrêmement prudent. Vous avez aussi une mécanique intéressante d'une horde de zombies orques qui se forme à l'extérieur du plateau et que tout d'un coup, boum, elle va apparaître sur le plateau en arrivant des fois avec 15, 20, 30 zombies qui arrivent d'un seul coup. Vous avez les mécaniques du trébuchet, qui est une catapulte qui permet d'attaquer de très loin sur le plateau, mais qui prend beaucoup d'actions à activer. Et vous avez des petits effets de terrain à l'intérieur du plateau, les buissons, l'eau, qui vont changer un petit peu la mécanique de comment on va se déplacer sur le plateau. Maintenant, première extension qui devrait vendre probablement, je dirais peut-être un 50-60$ en magasin quand ça va arriver en magasin. L'extension Friend and Foes. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de ça? Voici un petit échantillon de ce qu'on va avoir à l'intérieur de Friends and Foes. Si vous êtes des gens qui avaient déjà joué à l'ancien Zombicide, celui qui était contemporain, qui se passait à notre époque avec des shotguns, des mitraillettes, vous allez reconnaître tout le contenu qu'il y a dans cette extension-là. Premièrement, vous allez avoir 4 nouveaux héros qui ont leurs habiletés, leurs classes. Je ne passerai pas au travers tous les types de toutes leurs caractéristiques, mais on a 4 héros. Un qui est Dorian, si ma mémoire est bonne. Doran, qui est un type magicien. Les 3 autres qui sont clairement des personnages de mêlée. Il y en a même un qui a le skill Barbarian, barbare. Si vous connaissez le jeu, vous savez que c'est un des skills les plus forts du jeu. Donc, on a 4 nouveaux héros qui viennent avec l'extension. Il y a une série de tuiles que je ne vous montrerai pas. Il y en a 5 qui viennent avec cette extension-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre de particulier? On a un nouveau type de zombie orc. On a les zombies qui s'appellent Tainted. Les zombies qui sont en quelque sorte cursed. Ce sont des zombies qui sont d'un vert beaucoup plus éclatant que l'orc de base, là, à titre de comparaison. Voici les deux figurines. Fait qu'on a le zombie orc et le zombie Tainted. Ok, comme ça. Et il y a juste 2 types de zombies Tainted. Il y a des walkers, qui ressemble à ceci au niveau de la sculpte. Et il y a l'abomination, comme ça ici. Et quand on n'est pas chanceux, des fois, elle se désnappe en 2, mais ça, c'est pas censé. Attendez qu'on replace ça. Donc, enfin, on a ces 2 types-là, l'abomination et le walker. Quelles sont les caractéristiques de ces zombies-là? Si on les attaque en mêlée, ils nous infligent 1 point de dégâts au moment où ils meurent. Ils nous infligent une blessure. Fait que c'est exactement la même chose que les zombies toxiques de l'ancienne version de Zombicide. Ce sont quand même des orques, donc sur leur carte de spawn, ils ont quand même le petit +1 vert, indiquant qu'à chaque fois que des zombies apparaissent sur le plateau, il y en a un qui s'en va pour habiter, pour peupler la horde, puis qu'éventuellement ils vont arriver en même temps que tous les autres. Fait que ça, c'est pour les zombies toxiques, Tainted. Il y a aussi quelques cartes de plus, Enter the Horde, qui viennent avec ce paquet-là, si on veut avoir plus de chances que la horde débarque. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On a des séries d'animaux. Il y a 2 loups, comme celui que je tiens en tête, qui viennent avec le jeu. Il y a 2 chats oiseaux, qui sont comme ça ici, et il y a 2 chiens qui sont comme ça ici. Selon le type d'animal qu'on va avoir, il va y avoir des cartes d'équipement qui vont être brassées dans le deck d'équipement, puis selon le scénario qu'on choisit, soit on va les trouver dans les decks d'équipement, soit certains scénarios nous font commencer avec un de ces animaux-là, soit on peut se les distribuer au début de la partie, il y a différentes façons de s'en servir, mais grosso modo, ce sont des cartes équipement. Le propriétaire de la carte équipement va gagner un bonus de portée pour ses attaques à distance si jamais il y a le chat, puis un bonus de vision aussi, ça va étendre son champ de vision. Un bonus de 1D en attaque s'il y a le chien, ou un bonus de 2D en attaque s'il y a le loup. Puis également, la figurine elle-même peut être contrôlée par le propriétaire de la carte. Fait que celui qui a la carte loup peut prendre une action pour faire déplacer son loup, pour attaquer avec son loup. Celui qui a le chien peut prendre une action pour faire déplacer son chien, prendre une deuxième action pour fouiller avec le chien, une troisième action pour que le chien revienne et ramène l'objet qu'il a trouvé. Chaque créature a des statistiques un peu différentes. Le loup inflige 2 points de dégâts, mais lance, si ma mémoire est bonne, moins de dés. Lui, il lance plus de dés, mais il fait moins de points de dégâts, etc. Ceux qui ont joué encore une fois avec l'ancienne version de Zombicide vont reconnaître l'extension Dogs, où il y avait 3 types de chiens à 2 exemplaires par chien. Un qui était très fort en mêlée, un qui était un peu moins fort, un chien qui donnait beaucoup de bonus de dégâts en mêlée, etc. C'est exactement la même chose. Il y a juste le chat qui était un petit peu plus différent, mais sinon c'est exactement la même chose. Pour le loup et le chien, il y a exactement les 2 mêmes chiens dans l'ancienne version de Zombicide.
Fait que donc, pour Friend and Foes, c'est ça que vous allez avoir. Une série de nouveaux zombies, une vingtaine, il y en a une vingtaine, une abomination, pas cassée pour vous, je l'espère. 4 nouveaux héros, des tuiles et les animaux, les compagnons qu'ils appellent dans le jeu. Et voici pour Friends and Foes. Finalement, deuxième et dernière expansion qui sort avec Zombicide Green Horde, vous avez l'expansion No Rest for the Wicked. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de cette expansion-là? En voici un petit échantillon. On les passe une par une. Premièrement, il y a un nouveau type, pas de zombies, mais d'ennemis. Il y a les fantômes, les Spectral Walkers. Ceux-là aussi viennent, là c'est à peu près la même couleur que mon chandail, ceux-là aussi ils viennent en un seul type de zombie, il y a juste des Walkers. Il n'y a pas de Runner, il n'y a pas de Fatties, il n'y a pas d'Abomination pour les Spectral Walkers. Eux, question de particulier, ils infligent un seul point de dégâts quand ils attaquent, ils ont un seul point, ça prend un seul point de dégâts pour les tuer, une arme qui fait un seul point de dégâts. Par contre, ils sont invulnérables à toutes les armes. Pour pouvoir les tuer, ça prend un Vault Weapon, fait que les armes qui ont les objets spéciaux qui ont un dos bleu comme carte, ça prend un sort. Combat Spells, où ça prend la baliste elle-même. Ça, je vais venir dans 2 secondes. Qu'est-ce que c'est la baliste? Dernier choix, ça peut être un Dragonfire. Fait que c'est une de ces 4 types d'attaques-là qui peut les tuer. Sinon, il n'y a rien d'autre qui peut les tuer. Fait que même si on a une épée super puissante, une hache super puissante, un skill extrêmement puissant, ça prend une de ces 4 catégories-là pour le tuer. Vault Weapon, Combat Spell, baliste. Il m'en manque un. Vault, Combat, baliste et Dragonfire. Ah, je l'ai eu. Donc, voici pour les Spectral Walkers. Si ma mémoire est bonne, il y en a 18 dans l'extension. Autre extension qu'on va avoir, là, on ne le verra probablement pas très bien à l'écran, mais on a des petites nuées de rats. J'ai été surpris que ça prenne tant de temps que ça, les arriver dans un jeu de zombies. Donc, on a des nuées de rats, des petites sculptures extrêmement intéressantes. Ils font beaucoup penser aux nuées de corbeaux qui est sorti en même temps que Zombicide Black Plague ou dans l'ancienne version de Zombicide. Les nuées de rats, qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Ben, en premier, chaque fois qu'on va piger une carte pour faire apparaître des nouveaux rats, tous ceux qui sont sur le plateau vont gagner une activation de plus déjà, un petit peu comme les zombies noirs de la première version de Zombicide. Qui s'appelait, je ne me rappelle plus leur nom, les Seekers, je pense. Deuxième chose qu'ils vont avoir quand ils s'activent, ils ont une seule action, mais si leur action est du déplacement, ils vont se déplacer de 2 cases et ils vont ignorer tous les obstacles dans leur déplacement, excepté les portes fermées et excepté les murs, évidemment. Donc, eux autres, un buisson, ça ne les empêche pas de passer, ils vont prendre cette route-là la plus rapide. S'il y a des obstacles comme des barricades, des trucs comme ça qu'il peut y avoir, ça ne les empêchera pas de passer. Fait que ça peut être des adversaires relativement nuisibles. Nouvelle arme qu'il y a, on a la baliste. La baliste qui est extrêmement puissante, qui est une espèce d'arbalète géante qui vient avec sa propre figurine. La baliste, elle aussi, vient avec une petite carte qu'on va placer sur le côté du plateau qui fait juste s'aider à se rappeler ses règles, mais ses règles sont extrêmement simples. Ça prend 2 actions pour attaquer avec la baliste ou pour la déplacer d'une case à une autre. Comment on attaque avec la baliste? Bien, la baliste permet d'attaquer toute une ligne, complètement une ligne. Elle ignore les buissons, tout ça, elle va s'arrêter sur un mur évidemment, mais sinon elle attaque aussi loin qu'il n'y a pas de mur ou jusqu'à l'extrémité de la map. Elle va attaquer donc 1, 2, 3, 4, 5, des fois 6 cases, l'une à la suite de l'autre, elle va attaquer chacune des cases. Pour chacune des cases, on va tout simplement lancer un nombre de dés égal au nombre d'acteurs qui est à l'intérieur de la case. Si j'attaque une case dans laquelle il y a 2 zombies, ben, je vais lancer 2 dés. La baliste touche sur 4 et plus. Et elle tue automatiquement. Elle ne fait pas de dégâts. Elle tue. Fait que ça peut être des abominations, ça peut être des fatties, ça peut être des runners, ça peut être des walkers, des spectral walkers, des rats, des corbeaux, tout ce que vous voulez. Elle tue. On respecte la liste de priorité habituelle, le targeting order. Fait qu'on commence par les walkers, puis ensuite les fatties, ainsi de suite, ou les rats s'il y en a, etc., etc. Puis elle refait ce jet de dés-là pour chaque case qu'elle attaque. Fait que si elle attaque 3 cases une en arrière de l'autre, on va lancer des dés pour chacune des 3 cases. Fait que ça peut être une machine à générer de l'expérience. Elle prend 2 actions à déplacer, 2 actions à attaquer, et elle aussi, comme le trébuchet, si elle rentre dans une zone d'eau, elle est automatiquement détruite. Je précise, soit dit en passant, que si on a un allié qui voit la zone de toucher de la baliste, qui lui permet de voir l'endroit où on veut attaquer, ça va nous donner un bonus de 1 sur notre jet de dés. Exactement la même chose pour le trébuchet, soit dit en passant. Je pense que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je le redirai dans mes commentaires de fin de vidéo. Et on a une dernière nouveauté, tous ceux qui vont acheter l'extension No Rest for the Wicked, ça ne sera pas pour le Spectral Walker, ça ne sera pas pour la baliste, ça va être plutôt pour ce sympathique personnage ici, qui est le dragon nécromantique.
À titre d'échelle, voici le dragon nécromantique, voici un Spectral Walkers et voici un aventurier ordinaire qui vient de la boîte Friends and Foes. Il est gigantesque et la sculpture est extrêmement bien réussie. C'est à ce jour une des sculptures les plus impressionnantes faites par Simon Cool Mini or Not, qui va bientôt être dépassée par une sculpture d'un jeu qui s'appelle Death May Die. Le dragon nécromantique a des règles particulières. C'est un des monstres les plus particuliers de tout le jeu. Premièrement, il y a ses règles d'activation, ses règles d'apparition d'activation. Lui, il vient avec 8 cartes de spawn, 8 cartes d'apparition qu'on va aller brasser à l'intérieur de notre deck. Et donc, il y a 8 chances d'apparaître. Et si on remarque sur une carte, il y a toujours Nothing Inside dans le bleu, fait qu'il peut apparaître juste à partir du moment qu'il y a au moins un aventurier qui est dans le jaune. Fait que ça, c'est pour ses cartes d'apparition. Et il vient avec 2 paquets de cartes particuliers. Le premier paquet de cartes montre d'un côté une petite boussole avec un dé en plein milieu et de l'autre côté une espèce de bâtiment en ruine. Fait que ça, on va mettre ça pas loin du plateau quand on joue avec le dragon. Il va aussi avoir une carte sur le dos desquelles il y a le dessin du dragon nécromantique. Ce sont ses cartes de vulnérabilité. On va mettre ça sur près du plateau aussi. Donc, comment fonctionne le dragon nécromantique? Quand on pige une carte, disons qu'on est rendu dans l'orange, le dragon nécromantique apparaît. On va spawner le dragon, mais au lieu de le spawner dans la zone où on a pigé la carte, la petite zone rouge où on a pigé la carte, on va le spawner dans le milieu de la tuile où on a pigé la carte. Si, par exemple, le dragon nécromantique était censé apparaître ici, ben, au lieu de le spawner sur cette zone-là, il va apparaître en plein milieu de la tuile. Et pour les déplacements, c'est la même chose. Il va toujours être en plein milieu d'une tuile. Il ne sera pas dans une pièce en particulier. Si jamais le milieu de la tuile était un bâtiment, il détruit le bâtiment et ce n'est plus considéré comme un bâtiment. C'est à ça que ces cartes-là servaient. Fait que si ça avait été un bâtiment, est-ce que c'est le cas de l'autre côté? Non. Si ça avait été un bâtiment, on aurait mis une carte ruine en plein milieu de la tuile pour montrer que le bâtiment est détruit, puis on aurait spawné le dragon, comme ça ici, montrant qu'il a écrasé la patente. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a des investigateurs qui sont sur l'endroit où le dragon apparaît? Lui est ici, notre dragon apparaît en plein milieu, il n'est pas chanceux, il va essayer de se sauver. C'est un jet automatique. Et c'est à ça que sert le petit compas qui est de l'autre côté. Fait que quand le dragon apparaît, on va tout simplement placer un compas sur le bord du plateau, puis il ne bougera plus tant que le dragon va être là. Et le joueur qui est là va tout simplement lancer un dé. Et ça, il va se référer au combat, il essaie de se sauver, il se garoche à terre pour essayer d'éviter le dragon qui lui pile sur la tête. Et selon le résultat du dé qu'il va avoir, ça va montrer où il se déplace. Dans ce cas-ci, s'il avait roulé un 6, il voudrait se déplacer par ici, mais comme c'est un bâtiment fermé, il ne pourrait pas. Et il serait donc pris avec le dragon. S'il avait joué un 3, ou il se serait sauvé dans cette direction-là, évitant le dragon. S'il avait joué un 5, il se serait sauvé dans cette direction-là, ainsi de suite. S'il ne peut pas aller dans la direction, comme c'est le cas du 6 qui est de ce côté-ci ou du 4 qui est de ce côté-là, ce sont 2 bâtiments, il n'y a pas de porte qui permettent d'entrer, ben, il reste pris avec le dragon. S'il roule 1 ou 2, il reste également pris avec le dragon. Donc, quand le dragon arrive, si on reste pris avec, on mange 2 blessures. On reçoit 2 blessures. Les jets d'armure ne peuvent pas bloquer ces blessures-là. Fait que c'est 2 de blessures imbloquables. Ça peut faire très, très, très mal. Et on va continuer comme ça. Quand le dragon s'active, comment il fonctionne? Lui, il n'attaque pas normalement comme les autres figures. Premièrement, il va essayer d'attaquer les aventuriers qui sont à une distance de 0 ou de 1 de lui. Disons que lui, il a réussi à se sauver là. Comment il va attaquer? Il lance pas de dés, il fait pas de dégâts, rien. Il va tout simplement faire piger une carte d'apparition de zombies, puis il va les cracher dans la zone où il attaque. Donc, dans ce cas-ci, j'avais dit tantôt qu'on était orange, ça serait 4 Orc Walker. C'est une carte de horde, donc en plus, il y a un Walker qui va aller dans la horde, et il y aurait 4 Walkers qui apparaîtraient dans la zone ici avec mon ami héros qui ont été crachés par le dragon. Et le dragon attaque comme ça. S'il y avait eu un héros sur sa zone, il aurait craché les walkers sur sa zone. Il fait une seule attaque, évidemment, fait qu'en cas d'égalité, on se fie avec les règles de base, le plus proche, celui qui a le plus de bruit, etc., etc., etc. S'il ne peut pas attaquer, disons qu'il n'y a pas d'aventurier à 0 ou une case de lui, il va se déplacer en respectant les règles de priorité de base, fait que vers l'aventurier qu'il voit, sinon vers la zone qui a le plus de bruit, etc., etc. Il se déplace d'une tuile au complet. Fait qu'il va se déplacer et il va aller dans le centre de l'autre tuile. En respectant les mêmes règles, si ce centre-là est un bâtiment, il va mettre une carte
pour crocher le bâtiment, pour le détruire. S'il y a des aventuriers qui sont sur ce bâtiment-là, on va prendre une carte boussole, on va la placer, puis on va lancer un dé pour voir si les aventuriers ont réussi à éviter son écrasement, puis s'ils n'ont pas réussi à l'éviter, ils vont manger 2 blessures. Fait que ça, c'est pour son déplacement, ses attaques. Et il attaque à chaque fois qu'il s'active, donc à tous les tours de jeu. Comment on vainc le dragon nécromantique? C'est à la fois simple et difficile. C'est avec ce petit paquet de cartes-là. Quand le dragon, à chaque fois que le dragon apparaît, on va piger une carte de ce deck-là et ça va indiquer quelle est sa vulnérabilité cette fois-ci. Dans ce cas-ci, on me dirait sa vulnérabilité, ce sont les combat spells, les sorts de combat. Pour faire disparaître le dragon du plateau, je vais devoir l'attaquer avec un sort de combat qui a au moins une puissance de 2 au minimum. Donc un sort de combat qui inflige 2 points de dégâts. Si je réussis à faire ça, on va enlever le dragon du plateau. On va gagner 1 point d'expérience, celui qui a réussi à le faire, et on va défausser sa carte de vulnérabilité. La prochaine fois que le dragon nécromantique va apparaître, on va respecter les mêmes règles, mais on va piger une nouvelle carte de vulnérabilité. Cette fois-ci, on me dit avec des Vault Weapons ou des Magic Weapons. Vault Weapon, Magic Weapon, qui ont au minimum une puissance de 2, vont permettre encore une fois de repousser le dragon. Ça va rapporter 1 point d'expérience, on va enlever le dragon du plateau, puis on va continuer comme ça. Il y a 5 cartes. Fait que si on réussit à passer au travers les 5 cartes, ça prend donc 5 apparitions du dragon, on tue le dragon de façon définitive. Ça va nous avoir apporté 5 points d'expérience au total, une par carte de vulnérabilité, et à partir du moment où il est mort de façon définitive, si on pige des cartes d'apparition de dragon, il n'y a juste plus rien qui apparaît. Soit dit en passant, si on pige une carte d'apparition de dragon pendant que le dragon est déjà sur le plateau, ça lui donne tout simplement une activation de plus, ce qui n'est pas une bonne chose. Je précise aussi que le dragon s'active après tous les autres zombies, après que tous les zombies aient joué. C'est le dernier à s'activer. Donc, s'il a réussi à faire son attaque et il crache des zombies, comme les zombies qu'il va avoir crashé, leur tour de jeu est déjà passé, ils ne s'activent pas sur le même tour qu'ils apparaissent sur le plateau. Et pour le dragon nécromantique, oh, il y a une aile qui vient de partir, mais ça c'est normal, il se défait facilement pour qu'on puisse le serrer à l'intérieur de la boîte. Fait que ça, on s'inquiète pas, c'est pas comme mon abomination de tantôt. Fait que pour le dragon nécromantique, vous allez retrouver ça dans No Rest for the Wicked et ça couvre ce qu'il y a à l'intérieur de cette expansion-là. Il n'y a pas de nouveaux héros, il n'y a pas de nouvelles tuiles et il n'y a pas de nouvelles cartes équipement. Donc, voilà. Donc, Zombicide Green Horde, qu'est-ce que j'en pense? Je vais commencer avec le jeu de base, Zombicide, le Green Horde en tant que tel, comme je viens de le dire. Si je le compare à Zombicide Black Plague, je vais dire que je le trouve légèrement supérieur pour la seule et unique raison qu'il est un petit peu plus difficile. Les zombies frappent plus fort, il faut donc être plus prudent, il y a plus de décès de joueurs que dans le Zombicide de base, puis les règles de trébuchet qui viennent compenser un peu la hausse de niveau de difficulté sont quand même intéressantes. Les sculptures sont très belles, mais ça c'est le cas de tous les jeux Simon, fait que c'est pas vraiment un facteur. C'est vraiment juste parce qu'il est un petit peu plus difficile. Parce que s'il y a bien un défaut à Zombicide pour la longueur des parties, c'est que vers la fin, ça devient un petit peu trop facile. Lui, si vers la fin, on a une horde de zombies qui arrive d'un seul coup et qu'il y a 30, des fois 40 zombies, ça peut changer les fins de partie. Fait que vraiment, c'est vraiment un bon jeu. Il n'est pas suffisamment supérieur pour qu'on veuille l'acheter à tout prix si on a déjà Black Plague. Je ne remplacerai pas Black Plague pour Green Horde. Étant un fanatique un peu fêlé, je les achète de toute façon, mais pour les autres personnes, je me contenterai de l'un ou de l'autre. Si vous n'en avez pas, ni un ni l'autre, j'irai avec Green Horde, mais si vous avez déjà Black Plague, peut-être que je passerai mon tour. Au niveau des extensions, je vais commencer par la moins bonne des deux, Friends and Foes. Si vous avez déjà joué aux anciens Zombicides, ceux qui étaient contemporains, Friends and Foes ne fait que récupérer des choses qui avaient déjà été faites anciennement. Les Tainted Zombies sont les toxiques, les Companions sont les Dogs, qui étaient dans la saison 2 de Zombicide à l'époque. Donc, c'est un peu décevant qu'ils ne font que remancher du vieux matériel. Il y a aussi quelques cartes équipement de plus, je pense qu'il y en a 18 qui viennent de plus dans la boîte. Friends and Foes, ça amène un petit peu de variabilité, un petit peu de rejouabilité dans notre paquet de cartes équipement, mais c'est très très mineur. Les tuiles n'amènent pas des nouvelles règles de placement. Je dirais peut-être le seul avantage, c'est si vous avez la Black Plague, puis vous aimeriez essayer les nouvelles tuiles, les nouveaux terrains qu'il y a dans Green Horde, sans acheter le jeu Green Horde, les nouvelles tuiles qu'il y a dans cette extension-là, 100% compatibles avec Black Plague, vont avoir les règles de buisson, les règles d'eau, les Tainted
Walkers va avoir les mêmes règles que la Horde. Donc vous allez avoir un petit peu les nouveautés que dans Green Horde sans être obligé d'acheter la boîte Green Horde. C'est peut-être son seul avantage. Sinon, c'est vraiment pas une super bonne extension comparativement à ce qu'ils ont déjà fait dans le passé. Par contre, celle qui est extrêmement intéressante, No Rest for the Wicked. Celle-là, premièrement, les nouveaux types de zombies qui sont dedans sont originaux. Les Spectral Walkers, il n'y avait pas encore de zombies qui avaient cette mécanique-là. Les rats reprennent un petit peu les mêmes mécaniques que les corbeaux. Fait que c'est quelque chose qu'on a déjà vu, mais les Spectral Walkers, c'est original. Et en plus, il y a évidemment le dragon. Le dragon, la sculpture la plus belle qu'ils ont faite à ce jour. Et en plus, a des règles qui rendent le jeu très difficile, beaucoup plus difficile. Et le dragon est terrifiant, il est extrêmement gros, il frappe fort, il fait apparaître plein de zombies. Fait qu'il y a des règles intéressantes. Les règles à baliste sont peut-être un peu trop fortes pour le jeu. La baliste est vraiment une arme extrêmement puissante, parce que je ne l'ai pas dit tantôt, mais en plus de la vulnérabilité de la carte qu'on pige quand on a le dragon nécromantique qui est sur le plateau, ça peut toujours être soit la vulnérabilité qui est indiquée sur la carte, soit la baliste qui descend le dragon. Donc, le fait que la baliste soit là enlève peut-être un petit peu du punch. J'ai joué quelques parties sans utiliser la baliste avec le dragon. Très intéressant, le jeu est extrêmement difficile dans ce temps-là. Fait que si jamais il y a une extension que vous voudriez aller chercher pour votre Zombicide Black Plague ou pour Zombicide Green Horde si vous l'avez, ça serait peut-être No Rest for the Wicked quand ça va sortir. Ça va être une extension qui va être intéressante. Les deux devraient être environ même prix. J'assume que ça va être autour de 50-60$ probablement quand ça va arriver en magasin. Ça devrait être dans ces eaux-là. Fait que si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, j'irai plutôt avec No Rest for the Wicked plutôt qu'avec Friends and Foes. Sur ça, ça va mettre fin à mon vidéo. Présentement sur Kickstarter, il y a deux projets que je suis. Il y a Death May Die de Simon, encore une fois, qui est le dernier jeu de la gamme de Simon qui va prendre vie dans l'univers de Cthulhu. C'est designé par Rob Davio et Eric Lang, qui est une équipe du tonnerre si vous connaissez les créateurs, les designers de jeux de société. Ça semble donc très intéressant. Il inclut une figurine d'à peu près 2 pieds là-dedans, ça n'a pas de bon sens. Mais ça me semble être un jeu très intéressant. Moi, je vais le supporter à coup sûr. Vous me direz ce que vous en pensez. Et il y a le jeu d'Awaken Realms Siege Storm, qui est un jeu de cartes, qui me semble aussi très intéressant. Je ne sais pas encore si je vais le supporter parce que l'autre risque de coûter cher. Donc ça, je ne suis pas encore certain, mais c'est les deux projets que je suis le plus présentement. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Donc sur ça, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. Je vous invite à laisser des commentaires dans le bas si jamais vous avez questions ou commentaires ou suggestions pour les prochaines vidéos qu'on fait. N'hésitez pas à venir faire un tour sur nos pages Facebook, Instagram, à nous supporter sur Patreon. Et je vous souhaite une excellente fin de journée et à la prochaine.